continuons donc à dérouler cette matinée donc, de plénière. Quelle trajectoire d'électrification pour la France? Flexibilité, stockage, énergie, ambition ou repli? Point d'interrogation. Pour en discuter, je vous propose d'accueillir donc Giles Dickson, qui est président de Wind Europe, donc représentant de la filière éolienne au niveau européen. Giles, vous pouvez venir me rejoindre sur l'estrade. Laurent Cueni, directeur de l'énergie à la Direction générale de l'énergie et du climat. Julie Larnous, qui est députée de la 4e circonscription de Loire-Atlantique. Et enfin, Raphaël Schellenberger, député du Haut-Rhin et conseiller d'Alsace. Alors, on peut effectivement les accueillir. Merci à vous tous et toutes d'être donc réunis pour évoquer donc la question de l'électrification. Là, on en a déjà pas mal parlé, notamment avec l'intervention de la présidente de l'UFE qui vient de repréciser, de remettre au centre du jeu la question de la planification pluriannuelle de l'énergie. Du coup, Julie Larnous, vu que vous avez été à maintes reprises motrice sur cette question, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. On a parlé dans la table ronde précédente de planification énergétique, de planification industrielle, faisant le lien entre les deux. Aujourd'hui, on parle de la nécessité d'électrifier pour décarboner. On a besoin d'une boussole. Cette boussole, c'est la PPE qui nous manque tant. Et en même temps, aujourd'hui, il semblerait qu'elle soit plus proche que jamais ou qu'elle revienne plus rapidement que jamais. Est-ce que vous partagez ? En fait, on a eu des annonces successives sur une loi de programmation énergie-climat, puis elle s'appelait loi de souveraineté énergétique, puis elle est retirée, c'est le premier acte politique de Bruno Le Maire à Bercy, quand l'énergie et le climat partent à Bercy. Et puis, après, on a eu Roland Lescure qui nous a promis une PPE qui devait être publiée, consultée, etc. Et en fait, il n'en a absolument rien été. C'est pas parce que nous avons eu un discours de politique générale de Michel Barnier où il porte un discours sur l'environnement, en tout cas il en parle, ce qui est déjà une amélioration par rapport à Gabriel Attal. Pour autant, tous les signaux qui sont évoqués sont extrêmement inquiétants. Et donc, je pense que les mots n'engagent que ceux qui y croient. Et donc, je ne suis pas certaine qu'une PPE va arriver prochainement. Je rajouterais que rien ne change sur le fait que nous avons une nécessité. Quand vous discutez avec n'importe qui, je pense, ici présent, qui travaille dans la filière des renouvelables, la dissolution a jeté quand même un grand effroi sur la filière et l'avenir de la filière. Vous avez eu Mathias Tavel dans la table ronde précédente avec des conséquences directes du fait de ne pas avoir de loi de programmation énergie-climat ni de PPE en tant que telle. En Loire-Atlantique, General Electric donc, supprime la moitié des postes, c'est aussi l'imprévisibilité. Moi, j'avais croisé aussi des syndicalistes de General Electric qui disaient avec une extrême droite aux portes du pouvoir, avec des personnes extrêmement hostiles à l'éolien dont les Républicains et Michel Barnier font également partie, on ne voit pas notre avenir industriel, donc comment on investit dans l'État français, parce qu'on a besoin pour concrétiser nos objectifs de décarbonation et la lutte contre le réchauffement climatique d'outils industriels. Mais le cas, en réalité, va plus loin. On a assisté au printemps dernier à la fermeture de Systovi, qui est aussi une entreprise qui était une des 2 entreprises françaises qui faisaient encore des panneaux photovoltaïques, qui ont dû mettre la clé sous la porte sans repreneur. Mais quand vous parlez d'électrification des usages, on peut pas s'empêcher de penser à la question des pompes à chaleur et donc de la rénovation énergétique. En Loire-Atlantique, là encore, Saunier Duval, qui produisait des chaudières à gaz, en fait, dans une stratégie industrielle de décarbonation, avait investi dans les pompes à chaleur. Là, ils réduisent de moitié, là aussi, leur effectif, puisque le stop and go incessant et l'absence de trajectoire du gouvernement, de tout gouvernement confondu, là, depuis 2 ans, fait que les industriels ne savent plus vraiment comment adapter leur stratégie. Or, on a un impératif qui est absolument clair et intangible, c'est le fait que pour gagner la lutte contre le réchauffement climatique, on va avoir besoin de plus d'électricité et que cette électricité-là, on ne va l'obtenir dans les 10 ans qui nous sont impartis uniquement en faisant exploser les énergies renouvelables.
quand on voit les chiffres de RTE, mais on voit qu'on a besoin de pratiquement doubler nos capacités en matière d'éolien terrestre. En éolien en mer, on doit passer d'1 terawatt à 70 terawatts. C'est aussi ce qui doit être projeté. Et on a une urgence qui est absolue. Mais on a aussi, je pense, dans l'instabilité politique qu'on voit, qui fait des dégâts très concrets en termes d'emploi dans nos territoires, l'objet doit être inscrit dans la loi. On ne peut pas avoir une promesse de PPE, une PPE qui ne sera du coup démocratiquement jamais débattue. Or, on sait que la transition énergétique, elle doit être robuste. La planification énergétique, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, on a besoin, pour avoir cette vision de long terme, pour pouvoir générer les investissements et pour avoir les industries qui puissent investir aussi dans nos territoires, on a besoin de l'inscrire vraiment et réellement dans la loi. C'est aussi le sens de la proposition de loi que j'ai redéposée. Et cette proposition de loi prend simplement les objectifs que l'État français s'est quelque part déjà engagé à mettre en œuvre pour respecter le droit et le paquet énergie-climat, mais aussi la directive RED III qui n'est toujours pas transposée dans le droit français. Et donc, il faut, à un moment donné, l'inscrire dans notre corpus législatif afin que chacun et chacune puisse travailler et œuvrer à concrétiser ces objectifs en matière d'énergie renouvelable. Alors vous évoquiez les pompes à chaleur, c'est un sujet intéressant parce que il est à la croisée de plein de responsabilités. Le marché s'est effectivement effondré récemment, provoquant donc les défaillances que vous évoquiez avec Saunier Duval. Pourtant, il y a un plan pompe à chaleur qui existe, qui est sur la table. Néanmoins, lui, il achoppe sur les questions ayant attrait à la rénovation des bâtiments et donc qui sont du fait du logement. Est-ce que la programmation, le projet de loi sur la PPE permettra à lui seul de résorber toutes ces problématiques dont on comprend bien qu'elles sont du domaine industriel, du domaine du logement et du domaine de l'énergie? On a, et c'était plutôt une bonne chose, sous le gouvernement d'Elisabeth Borne, on avait un SGPE, un secrétariat général à la planification écologique, qui a commencé à faire cet inventaire et à démontrer quelque part de quelle capacité la France dispose et comment on va les allouer aux différents usages. Je pense que c'est, et on le voit bien que là, Michel Barnier l'a relégué à un plan bien inférieur et on se demande quelle influence il pourra avoir sur la planification écologique de manière générale. Et de manière très précise, la question des usages qui est posée à travers la question des pompes à chaleur. J'entendais la présidente de l'UFE tout à l'heure sur l'augmentation de l'électrification justement pour sortir des énergies fossiles. Je pense qu'il y a différents usages qu'il faut mesurer. La pompe à chaleur, moi j'ai moi-même fait un rapport qui est sorti il y a 1 an sur une mission d'information sur la rénovation énergétique. Je pense que l'électrification du chauffage aujourd'hui n'est pas forcément la solution de décarbonation. Il y a aussi la question de la chaleur renouvelable qui a été obérée et les mesures ou les annonces dans le PLF 2025 de couper dans le fonds chaleur, c'est des tonnes de CO2 qui pourraient être évitées et qui ne seront émis puisque on va freiner des projets qui sont directement dans les tiroirs. Pour autant, il y a un sujet sur l'électrification, notamment de la mobilité, où là, on voit que ça peut être plébiscité sur le véhicule électrique, mais où là aussi, on a un stop and go et des freins, sans parler de l'électrification des transports, parce qu'on a un vrai sujet de dépendance aux fossiles dans les transports, qui vont mécaniquement faire augmenter la demande d'électricité, mais je pense, moi, en tout cas, dans le modèle énergétique, puisqu'on va arriver, enfin, je pense que la situation est quand même assez alarmante et critique. On voit tous, toutes celles et ceux qui ont regardé le modèle énergétique français et le mix énergétique français, voient qu'on va arriver à moyen terme, donc à l'horizon 2035, dans 10 ans, c'est rien dans un pas de temps, dans un mur énergétique. Pourquoi ?
parce qu'on va avoir une augmentation de l'électrification, mais peut-être qu'on ne veut plus décarboner et qu'on veut freiner cette demande d'électricité supérieure. Si on veut sortir des fossiles, il va falloir électrifier, notamment dans le domaine des transports, ce qui est une demande supplémentaire qui est énorme. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tous les gouvernements nous disent? C'est le nucléaire va sauver notre modèle énergétique. Or, toute personne qui sérieusement regarde le modèle énergétique, c'est que d'une part, d'ici 10 ans, nous n'aurons pas de nouvelles centrales nucléaires. C'est un fait. Tout le monde est d'accord, je crois. Oui, mais pour autant, on dit nucléaire quand on parle de climat. Sauf qu'on sait que ce n'est pas la réponse aujourd'hui, ni à notre problème d'approvisionnement d'électricité, ni à la problématique du réchauffement climatique. Par ailleurs, on a quand même un sujet, c'est-à-dire qu'on nous dit nucléaire, ce qui obère toute action sur la diminution de la consommation, sur la rénovation et sur la montée en puissance. Je vous ai parlé des chiffres sur les énergies renouvelables. C'est un saut énorme qu'il faut faire et donc il faut un soutien sans faille de la puissance publique. Et de ce fait, on arrive dans cette impasse parce que notre parc existant, on fait comme si il ne bougeait pas. Mais notre parc existant vieillit aussi. Qui est capable de dire que de manière sûre, on va pouvoir indéfiniment prolonger les centrales? Alors peut-être est-ce la raison pour laquelle on a affaibli nos autorités de sûreté et de gouvernance sur la sécurité et la sûreté du nucléaire pour faire courir des risques à la population, mais on n'est pas sûr du socle des centrales qui arrivent toutes à leur date d'échéance pour laquelle elles avaient été conçues. Et donc on voit bien qu'on a un besoin viscéral, que ça soit d'un point de vue climatique ou d'un point de vue de sécurité d'approvisionnement d'électricité dans notre pays, de faire un choc d'investissement sur les énergies renouvelables. Merci à vous. Raphaël Schellenberger, je le disais, vous êtes député du Haut-Rhin. Bon, vous ne partagez pas forcément, je pense, les mêmes points de vue, pour ne pas dire clairement que sur nombre d'entre eux, vous êtes en opposition. Néanmoins, est-ce que vous êtes OK sur la trajectoire électrification en vue de la décarbonation? Oui. Et je vais commencer par les points d'accord avec Julie Lernos. Il faut que nous soyons en capacité collectivement de positionner notre système de production d'électricité en surcapacité. Moi, je ne sais pas à quel rythme va se faire le transfert d'usage. Il y a un certain nombre de questions qui sont encore en suspens sur la disponibilité d'un certain nombre de technologies, sur la capacité à industrialiser ces technologies. Et puis, l'échange qu'on a autour de la question de la pompe à chaleur est intéressant. C'est-à-dire que la technologie, elle est disponible, mais est-ce qu'elle est disponible à un prix compétitif par rapport à ce que le marché existant est prêt à digérer, sans soutien public? Enfin, c'est un contexte qui est réel aussi. Et tout ça, c'est des démarches d'industrialisation. On l'a vu, hein, les biens sont accessibles quand ils sont manufacturés, que leur prix baisse et qu'on arrive à les diffuser en grande quantité. Mais le jour où ces points de consommation électrifiés seront disponibles sous ces conditions-là, on aura un transfert rapide et massif vers l'électricité. Donc l'enjeu en matière de projection, de mon point de vue, c'est de positionner en attendant notre système de production électrique en surcapacité. Mais ça, personne ne veut le payer. D'ailleurs, à tel point qu'on considère que l'électricité peut avoir un prix négatif par moment dans la journée. On ne veut pas payer la surcapacité. Et l'enjeu qu'on doit avoir aujourd'hui, je pense, dans les débats publics, c'est de discuter de ces enjeux de financement de la transition du système, plutôt que de se prendre le chou, et j'ai bien entendu ce qu'a dit la présidente de l'UFE, sur telle ou telle technologie. Je crois qu'on a à construire une vision commune de ce qu'est le système électrique, de ce qu'est aujourd'hui et de ce que pourrait être demain le marché de l'électricité. Parce qu'il y a un marché de l'électricité, qu'il y ait une entreprise publique ou qu'il y ait des entreprises concurrentes sur un réseau électrique, il y a un marché de l'électricité, mais sur un réseau électrique. Et ça, c'est une différence majeure avec tous les autres biens ou toutes les autres commodités qui s'échangent sur le marché. Peut-être d'ailleurs que nos règles d'accès au marché et de transactions sur le marché ne sont pas adaptées aujourd'hui à cette question du réseau, enfin, de la contemporanéité de la consommation et de la production. Donc moi, je vois là les deux principaux défis qui sont devant nous. Construire le financement du système
dans le but de sa mise en surcapacité et construire des règles de marché qui permettent de tenir un réseau qui sera de plus en plus au cœur de notre capacité à décarboner. C'est un peu moins facile à vendre sur les tribunes politiques, mais bon. Donc surcapacité, flexibilité. Aujourd'hui, on le rappelait tout à l'heure, on est dans un environnement budgétaire extrêmement contraint. Bon, alors moi, j'entends ça depuis que je suis né, hein, vous me direz, mais comment est-ce qu'on fait? Alors, flexibilité, c'est intéressant. C'est-à-dire que oui et non. Ça peut être utile, ça peut être une façon d'aller vers un optimum, mais il faut qu'on sache aussi borner la flexibilité. J'ai trouvé très intéressant les bourdes de nos voisins de communication du gouvernement, de nos voisins allemands cet été, qui suggéraient que Volkswagen devrait peut-être arrêter ses lignes de production quand il n'y a pas de vent en mer du Nord. Comme on est au salon de l'éolien, j'en profite pour faire un peu de provocation. Donc la flexibilité, oui, mais il y a des impondérables, il y a des choses qui ne sont pas flexibles. La compétitivité de notre système économique, elle n'est pas flexible. Et c'est quelque chose que je disais un peu sur le temps de la provocation pendant la crise énergétique en 2022. On a eu des approches très différentes entre l'Allemagne et la France. Entre l'Allemagne qui a demander aux consommateurs particuliers de fournir des efforts pour préserver la compétitivité de son système industriel, et à contrario la France où on a préservé plutôt l'usage de la PlayStation à 19h en demandant un petit peu à notre système industriel de se mettre au ralenti. Voilà, c'est des approches différentes. Il faut qu'on sache construire l'approche de la flexibilité, poser des impondérables, et de mon point de vue, la compétitivité de notre économie, notre capacité à produire, électrifier. Parce que si on ne préserve pas la capacité des industriels à produire à base d'électricité, on ne permettra pas la transition vers l'électrification d'un certain nombre, et donc la décarbonation d'un certain nombre de process industriels. C'est aussi des garanties qu'il faut qu'on soit en capacité de donner. Alors, Laurent Cueni, moi quand j'écoute nos intervenants autour de la table, ici et avant, j'ai l'impression finalement qu'il y a deux problématiques pour résoudre plein de sujets. Il y a la question du timing, il y a la question des moyens, et face à ces deux questions, il y a plein de sujets qui sont la flexibilité, la capacité, le stockage, la production. Est-ce que je me trompe? Et d'une, et deux, est-ce que vous, qui êtes évidemment bien placé pour analyser toutes ces situations, est-ce qu'on est en voie aujourd'hui d'accélérer par rapport au fait qu'il n'a jamais été plus important de décarboner l'économie? Bon, merci déjà aux équipes de France Renouvelable de nous inviter à débattre. Un premier message d'humilité. 2050, c'est un océan de complexité pour atteindre la neutralité carbone. Donc soyons très humbles par rapport à ça. Enfin, c'est ce qu'on essaie d'avoir comme attitude de la DGEC. Mais pour autant, il y a un élément qui ne fait pas débat. Autant il faut qu'on continue à débattre au Parlement, avec le public, avec les filières sur toutes les options de décarbonation. Il y a un élément clé, c'est que l'électrification jouera un rôle majeur dans cette trajectoire de décarbonation. Et donc, la raison est claire, ça a été dit, plus de 92% du mix décarboné, du mix électrique décarboné. Il faut qu'on s'appuie là-dessus pour pouvoir faire transiter les usages carbonés vers de l'électricité décarbonée. Donc là-dessus, soyons clairs, dépassionnons le débat nucléaire, pas de nucléaire. Dans les 10 années à venir, ce seront les renouvelables uniquement qui vont jouer cet incrément. Ce sont les renouvelables qui vont nous permettre progressivement d'électrifier les usages qui sont aujourd'hui carbonés. Le nucléaire, lui, il est là pour conserver de manière pérenne un baseload qui va être très profitable à l'industrie, par exemple, qui a souvent besoin d'usages non intermittents, mais il faut qu'on arrive à le pérenniser dans le temps, et donc d'où, j'en parlerai pas, mais d'où cet enjeu, effectivement, d'anticiper le renouvellement du parc pour que, lorsque on devra fermer, effectivement, à une certaine date, qui n'est pas encore déterminée les réacteurs, eh bien, la production ne s'écroule pas, parce que là, on aura effectivement perdu tout le bénéfice de certains incréments qu'on essaie de construire avec la filière et l'ensemble des acteurs dans les 10 prochaines années. Alors, je l'ai dit, atteindre l'objectif 2050, c'est complexe, mais donc il faut se fixer des jalons auparavant, et les parlementaires en discuteront. Il y a 2 propositions de loi qui sont déposées, qui permettent justement de discuter quelles sont les étapes d'ici à 2050 pour décarboner le mix énergétique. En 2022, on était à 58% de notre mix en énergie finale carbonée. Il est là l'enjeu. L'enjeu, c'est de s'attaquer non plus à l'électricité, même si on va continuer à la décarboner sur le petit delta qui n'est pas carboné, et c'est surtout augmenter l'électricité pour décarboner le mix en énergie finale. L'objectif qui est proposé au titre de cette PPE, c'est d'arriver à 58% décarboné à la fin de cette période-là, en 2030.
Donc 58% carboné, 58% décarboné en 2030. Comment on fait? On l'a dit, il va falloir produire beaucoup plus d'électricité. En 10 ans, il va falloir qu'on produise environ 50% d'électricité de plus grâce aux renouvelables. Madame la ministre, je crois, l'a rappelé ce matin, 45 gigawatts d'éoliennes en mer connectées en 2050, un facteur 5 pour le solaire d'ici à 2035. L'effort est massif et l'État, justement, essaie de soutenir les filières pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Mais, et c'est l'enjeu de ce débat aujourd'hui, il s'agit non plus seulement de soutenir la production, mais aussi de s'assurer que l'électrification se produit, que la consommation suit cette trajectoire de production. Et ça, c'est un élément qui ressort de deux indicateurs assez simples. Vous avez parlé de prix négatif. On peut plus globalement parler de prix en dessous de 5 €, prix faible et prix négatif. Aujourd'hui, c'est près de 10% des heures dans l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il faut avoir un peu de recul pour ça. La majorité des approvisionnements se fait à terme. Mais il y a quand même un marché spot qui nous dit qu'il y a un déséquilibre. À certaines heures de la journée, les week-ends de printemps, on est en surcapacité. Alors on le finance, puisque ça se traduit notamment avec les obligations d'achat par du financement public qui vient garantir aux producteurs un prix garanti. Et donc comme les prix sont négatifs, la différence de fait est payée par la puissance publique pour une bonne partie de cela. Mais par contre, on a tous conscience que ce n'est pas le meilleur moyen d'investir quand même. Si on pouvait investir dans de la production renouvelable qui sert à électrifier le pays, évidemment, il faut qu'on arrive à faire en sorte de gagner de la valeur. Mais quand même, justement, deuxième indicateur, en 2023, la consommation d'électricité a baissé. Et on se retrouve à des niveaux qui sont en dessous de ceux de 2020. Alors, quand même, soyons positifs, c'est une bonne nouvelle. La sobriété qui a été encouragée par des signaux prix extrêmement forts, c'était une situation de crise. Le bénéfice de cela, c'est que les comportements ont très rapidement évolué. Ça nous montre combien il y a un creuset quand même, un gisement de capacité au niveau des évolutions de comportement, et le prix est effectivement quelque chose qui agit fortement. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y a pas d'effet rebond. C'est-à-dire que même si les prix baissent, finalement, on garde cette sobriété. C'est quand même une bonne nouvelle parce qu'à l'horizon 2050, il va falloir qu'on baisse quand même notre production. Pour autant, il faut prendre en compte cet élément-là, et si on veut pouvoir continuer, et on le souhaite, la production des renouvelables, parce qu'il faut garder cette dynamique-là par rapport à nos objectifs 2035, il faut que nous synchronisions ce plan d'électrification avec ce plan de production qui est la PPE. Il faut donc qu'on synchronise en quantité produite, mais également en synchronisation temporelle, ça a été dit par Madame la Présidente de l'UFE, parce qu'effectivement, il faut qu'on atteigne ces deux résultats. Alors pour ce qui est de la quantité, bien sûr, il faut qu'on continue à soutenir les usages industriels vers des procédés décarbonés, l'hydrogène qui permettra, par exemple, de manière décarbonée produite par électrolyse, de décarboner certains procédés. Il faut qu'on encourage, bien sûr, la mobilité électrique, y compris dans le domaine du résidentiel, évidemment. Là-dessus, soyons clairs, un élément clé est la confiance qu'auront tous les acteurs dans une trajectoire de prix. Bien sûr, il y a le niveau de prix qui est important, mais encore plus que ça, il faut qu'on évite toute volatilité qui freine les investissements. Un investisseur, il a besoin de voir, effectivement, de prévoir un minimum l'évolution des prix pour pouvoir sécuriser ses investissements. Et en particulier également, il faut qu'il ait confiance dans la voiture électrique et donc combien ça va lui coûter. Il faut qu'il ait confiance dans le système. Et donc il faut qu'on dialogue, on continue aussi sur cette synchronisation en quantité, à dialoguer avec Enedis pour synchroniser les raccordements, non seulement la file d'attente de production, mais la file d'attente des consommateurs, et qu'on arrive aussi à avoir une vision intelligente de ce plan de raccordement pour synchroniser tous les usages, production et consommation, pour bien avoir cette synchronisation en quantité. Pour ce qui est de la synchronisation comportementale, c'est effectivement l'évolution qu'on pourra avoir au niveau des consommateurs, ça a été dit. Il y a quand même des expérimentations encourageantes, ne serait-ce qu'en donnant des indications aux consommateurs grâce aux données qui sont issues des compteurs Linky. On peut faire évoluer les comportements jusqu'à 15% de la consommation. Ça, c'est important parce qu'on a besoin de consommation d'électricité aux heures où les renouvelables produisent. Donc ça, il faut qu'on continue à aller là-dedans et qu'on ait cette dynamique, bien sûr complétée par des signaux tarifaires si on peut aller jusque-là. Et là, il y a toute une série de fournisseurs qui commencent à produire des choses intéressantes pour aider les consommateurs à agir dans leur consommation et en plus à être récompensés par les aspects économiques. Alors on voit bien effectivement là-dessus quand même qu'il y a une complémentarité forte entre les renouvelables et le nucléaire. Parce qu'on parle de flexibilité, il y a effectivement un énorme creuset de flexibilité sur les comportements de consommation. Il y a quand même un point, c'est qu'il y a certains comportements de consommation qui ne sont pas flexibles. Vous l'avez dit, l'industrie a besoin de produire au prix le plus bas possible. Donc il faut que l'électricité soit maîtrisée d'un point de vue production, mais il faut aussi assurer une continuité.
L'hydrogène, on peut éventuellement jouer un peu sur la flexibilité, mais pas dans l'industrie. L'industrie a besoin d'hydrogène de manière continue. Donc on peut effectivement avoir une certaine action sur la flexibilité, mais pas sur tout. Et c'est là où la stratégie française a une grande force. On a deux piliers, le nucléaire pour les usages non intermittents et justement les renouvelables pour accompagner l'électrification sur les usages qui vont pouvoir s'adapter aux renouvelables. Alors le dernier point, c'est évidemment le stockage, qui permet justement de faire un peu un tampon entre la production et la consommation et qui va nous aider à gérer cette désynchronisation. Alors bien sûr les batteries qui permettent effectivement de faire ça et de gérer justement un peu l'écrêtement des renouvelables, essayer d'éviter d'écrêter pour reporter dans le temps. Le stockage, c'est juste reporter une production dans le temps. Donc ça effectivement, les batteries, ça s'est beaucoup développé en France, mais essentiellement sur ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement, c'est-à-dire les réserves avec un business model qui est basé là-dessus. L'enjeu dans les prochaines années, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il y ait des modèles d'affaires qui se développent, avec ou sans soutien public, on verra si c'est nécessaire de soutenir ou pas, mais qui, en dehors de ce cadre-là, permettent effectivement d'apporter une contribution à la production renouvelable en déplaçant la production dans le temps. Bien sûr, la station de transfert d'énergie par pompage, les STEP, qui est au cœur de la stratégie, on souhaiterait plus d'1,5 gigawatt à l'horizon de la fin de la période PPE. Pour cela, on a besoin des parlementaires, on a besoin de votre action. Une mission parlementaire est en cours pour décider de l'avenir du régime hydraulique qui aujourd'hui freine, bloque même les investissements. Et donc, voilà, on a beaucoup d'impatience à dialoguer avec vous pour que globalement, avec la filière, avec les parlementaires, nous trouvions une solution qui permette à ces investissements de se faire et à ces capacités de stockage hydraulique de se faire. Donc, en conclusion, sur ce sujet, donc pour continuer à décarboner, il faut plus de renouvelables, mais pour avoir plus de renouvelables, il faut qu'on synchronise en temps et en quantité la consommation dans les prochaines années. Merci à vous, Monsieur Cueni. Alors, avant qu'on donne la parole à Gareth Dixon pour prendre un petit peu de hauteur vis-à-vis du point de vue européen, notamment, peut-être une réaction de la part de Monsieur, Madame la députée. Effectivement, Laurent Cueni vous invite, effectivement, vous fait part de son impatience à discuter avec les parlementaires. Peut-être quelques éléments en réaction à tout ce qui a été évoqué. On sent à quel point l'équation est complexe, les variables sont multiples. Et finalement, est-ce que un ou plusieurs projets de loi seront suffisants ? Et à quel horizon ? Ce qui est sûr, c'est que quand on entend Michel Barnier hier parler de surtransposition du droit européen, on se demande où est tout simplement passée la transposition des directives européennes qui agissent sur notamment l'article du Code de l'énergie qui n'a pas été révisé depuis un bon nombre d'années. Et en fait, on n'a donc pas intégré ce qui a quand même été voté au niveau européen en matière d'énergie renouvelable dans le droit français. Donc c'est une première remarque, que ça soit RED 3 notamment, qui n'a pas été du tout transposé dans le droit français. Je dis ça parce que quand on parle de surtransposition des directives européennes, je trouve toujours ça étonnant par rapport à un État français qui a du mal à appliquer, ou en tout cas qui choisit avec parcimonie, et en matière d'écologie, c'est plutôt moins que plus, de transposer dans le droit français nos obligations. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous l'avez cité, sur la mission d'information dont je fais également partie sur l'hydroélectricité, c'est un vrai sujet, puisqu'aujourd'hui, la moitié, la part des énergies renouvelables dans notre mix de production électrique est due à l'hydroélectricité, avec un vrai challenge, et l'Europe qui nous demande de le mettre en concurrence, et la France qui, à juste titre, ne souhaite pas le mettre en concurrence. Donc ça, c'est un des enjeux qu'on a avec la mission d'information et qu'on aura à porter conjointement à Bruxelles pour contrer quelque part ce libéralisme qui ne va pas profiter ni au climat, ni aux énergies renouvelables. Mais je pense que la France, de l'autre côté, devra montrer patte blanche sur sa réelle volonté d'avancer sur les énergies renouvelables. Je pense que c'est un sujet à chaud sur lequel je souhaitais réagir. Et ensuite, bien évidemment, que les parlementaires, moi, ça fait la deuxième fois que je redépose une proposition de loi dans ce sens. Et si le constat qui est partagé est celui du défi du mur énergétique auquel nous allons devoir faire face, en tout cas en matière d'électricité, si on veut réellement décarboner les choses, dans une dizaine d'années, dans ce cas-là, il n'y a pas tellement à tergiverser sur les outils. Le Parlement
a témoigné de sa volonté de pouvoir discuter de ce sujet-là. Je pense que par ailleurs, la question de la transition écologique ou l'écologie de manière générale est passée vraiment au dernier plan du discours politique. Or, on voit qu'on a un défi, on va rentrer dans l'hiver, même si on n'est plus sur les prix de l'hiver de 2022 où la grosse crainte qu'on avait de rupture d'approvisionnement énergétique en France, on voit quand même qu'il y a une inquiétude globale que beaucoup aussi de ménages français notamment sont dans une précarité énergétique qui est quelque part structurelle, et donc ce n'est pas un choix de sobriété, mais c'est une sobriété qui est absolument subie. Et donc là, on a un sujet aussi sur la baisse d'activité économique, parce que le prix de l'énergie dans l'industrie et dans l'activité économique fait aussi qu'on a certes baissé là, de manière conjoncturelle, la demande en électricité, mais il n'y a pas forcément toutes les sonnettes d'alarme à mettre en œuvre pour dire on n'est plus du tout sur une augmentation de la demande en électricité. En tout cas, oui, et je pense que le sujet qu'a évoqué mon collègue Schellenberger est aussi au sujet, on n'en a pas trop parlé, mais c'est la question de la flexibilité des réseaux dans un système énergétique qui va fortement évoluer. Enfin, vous l'avez évoqué aussi sur les challenges de RTE et d'Enedis dans l'adaptabilité du réseau qui effectivement ne fonctionnera pas et commence déjà à ne plus fonctionner de la même manière. Raphaël Schellenberger également, un point de réaction. Oui, alors du coup sur des choses beaucoup plus prosaïques de l'action du parlementaire, et prendre ma casquette effectivement de parlementaire plutôt que de tentative d'être un technicien, ce qu'on ne sera jamais. Il ne faut pas d'ailleurs. Non, il faut surtout pas. C'est très mal quand un politicien essaie de être technicien et inversement. On n'est pas assez compétent. Enfin, de 2017 à 2024, j'étais déjà député, j'ai siégé dans le groupe Les Républicains, j'étais dans l'opposition, j'ai réclamé qu'on considère mieux le Parlement, tout ça. Puis depuis 2024, je suis passé dans le monde du monde de la théorie au monde de la vraie vie, quoi. Je sais pas trop aujourd'hui, je suis dans une coalition, j'en suis pas, je sais rien, je suis député non inscrit. C'est plutôt confortable, je fais ce que je veux. Mais mon niveau de mathématiques, qui s'arrête à peu près à bac plus 1,5, me permet quand même de comprendre que même si on veut une PPE, même si on considère aujourd'hui, après 7 ans d'attente, que le Parlement doit être au cœur des discussions qui permettent de stabiliser les choses dans le temps, de construire des choix de société durables sur lesquels on n'a pas envie de revenir à chaque élection. Même si on considère ça aujourd'hui, je n'arrive pas à boucler le calcul. Il y a un problème d'équation là. Enfin, elle passe pas la PPE. Elle passe pas la PPE à l'Assemblée nationale. Donc on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut. On arrivera peut-être à faire ce qui a été, de mon point de vue, la mauvaise stratégie entre 2022 et 2024, d'essayer de faire des textes sectoriels, un texte sur le nucléaire, un texte sur les énergies renouvelables, et puis on met un peu la poussière sur le tapis pour la vision globale, parce que en 2022, entre 2022 et 2024, il y avait une tentative de gouverner le pays avec une majorité relative. Et on a vu, ça ne suffit pas. Enfin, maintenant, il n'y a même plus de majorité relative. Et personne n'en a. On ne va pas rentrer dans les débats sur la place publique. Enfin, je veux dire, on fait dans tous les sens. On arrive à 200, dans un sens, dans l'autre. On prend le bloc de gauche, on est à 200. On prend le bloc du centre, on est à 200. On prend le bloc de la droite, allez... admettons que la droite fasse le même type d'accord que la gauche. On est à 200 aussi. Nulle part, ça passe. Vous voulez dire donc, quoi que ce soit... Donc la vision globale, consolidée, dans un débat sur l'énergie, et notamment sur l'électricité, qui a été ultra clivé ces dernières années, et qu'on ne dépassionnera pas dans une époque où on a besoin de reconstruire l'offre politique en France. Pardon de faire autre chose que de la technique ce matin. On n'arrivera pas à construire une vision commune et globale d'un système alors qu'elle est nécessaire. Je ne le pense pas, je ne veux pas être pessimiste. Du coup, vous préconisez quoi? Que ce soit Laurent Cueny qui rédige la PPE? Mais voilà, aujourd'hui, soyons pragmatiques,
on a un certain nombre d'outils qui sont disponibles. J'ai été de ceux qui ont revendiqué qu'on débatte d'une PPE en 2022 et 2024 à l'Assemblée nationale pour graver un truc dans la loi. Le gouvernement nous expliquait qu'on pouvait très bien faire ça à bas bruit, par décret, en corrigeant les textes existants, que ça suffisait. Par manque de courage politique, aujourd'hui, je considère que c'est cette méthode qu'il faut adapter, non pas par manque de courage politique, mais par impasse politique. Parce que la situation du pays, d'un point de vue politique, elle est bloquée pour au moins l'année qui vient. Voilà. Laurent Cueni. Je pense que les débats montrent que la nation est en train de s'emparer des enjeux énergétiques et du climat. Et donc, nous, aux côtés des GEC, on ne peut que s'en féliciter. Effectivement, les sujets sont compliqués. Après, n'oublions pas aussi, bien sûr, il faut traiter cet objectif 2035, mais le temps passe. C'est-à-dire que l'objectif 2035, les marges de manœuvre, plus on attend, plus effectivement les marges de manœuvre se réduisent. Donc il faut une trajectoire de production pour que les investisseurs, la filière, puissent investir sereinement dans les 10 prochaines années. Il faut une trajectoire de consommation pour éviter justement ces phénomènes de déséquilibre économique qui jettent de l'incertitude. Il faut qu'on continue à travailler sur les prix de l'électricité pour là aussi que les consommateurs aient confiance dans la trajectoire. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas seulement les objectifs passés, à savoir à quel niveau on décline, comment, et ce débat doit avoir lieu au Parlement, et j'espère que vous pourrez trancher ce débat-là prochainement, de façon à ce que nous soyons tous avec l'objectif à tous les niveaux, le législatif, le réglementaire, devant nous pour les 10 prochaines années. Mais il faut aussi qu'on agisse à Bruxelles pour dire ce qu'on veut pour 2040. Les objectifs 2040, ils ne sont pas fixés à Bruxelles. Donc il faut aussi que vous nous éclairiez, que le gouvernement prenne position sur, et on est en train de faire des propositions là-dessus, sur les objectifs 2040. Je l'ai dit à Prague devant un parterre plutôt nucléaire, je le dis aujourd'hui devant un parterre de renouvelables. Notre conviction, c'est qu'il faut aller vers le résultat. L'important, c'est de sécuriser cette trajectoire de décarbonation du mix en énergie finale. J'allais dire, peu importe le moyen, suivant les pays. Nous, on a effectivement 2 piliers, le nucléaire pour cette baseload durable, la croissance, l'électrification grâce aux renouvelables. Je crois que la stratégie de façon macro, elle est claire. Il faut donc qu'on obtienne aussi la reconnaissance de ce type de trajectoire qui quand même est basée sur les émissions de CO2, sur l'intensité CO2 de l'économie. Et là, le combat est devant nous. On a un certain nombre de pays affinitaires, mais il faut effectivement qu'on sorte de ces grands débats avec l'Allemagne et d'autres pays sur des sous-objectifs un peu détaillés qui, in fine, ne feront pas progresser la décarbonation. En revanche, fixer des objectifs ambitieux de décarbonation pour les pays, ça peut nous aider effectivement à voir un peu plus loin et dépasser ce débat de la PPE pour nous engager vers la trajectoire 2040-2050, qui sera d'ailleurs aussi le sujet de la prochaine concertation, l'horizon 2050. Alors, Gaël Zixon, rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié, même bien que vous soyez loin de moi. On n'arrête pas effectivement de parler des débats qui animent en France au Parlement. Le Parlement européen, lui, c'est pareil, il est tout frais. Alors, est-ce que les problématiques qui nous animent en France sont les mêmes en Europe? Et surtout, quelles sont-elles? Parce qu'au final, on retrouve les mêmes positions parfois divergentes. Quelle est votre analyse sur ce sujet? Merci beaucoup. Bon, vous m'avez prié de vous rassurer. En effet, je vous apporte de très bonnes nouvelles de Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a demandé au nouveau commissaire de l'énergie, Dan Jørgensen, dans sa carte de mission, d'élaborer aussitôt que possible un plan d'action européen pour l'électrification. L'Union européenne, c'est une bonne nouvelle en effet, oui. Bien accueilli en tout cas. L'Union européenne s'est rendue compte qu'elle s'est focalisée trop ces dernières années sur l'hydrogène. L'hydrogène, bien sûr, est très important. Il sera un 17% du mix énergétique en Europe en 2050, selon l'analyse de la Commission européenne. Il nous faut l'hydrogène pour décarboner les secteurs difficiles à décarboner. Mais ce n'est que 17%. L'électricité sera un 57% du mix énergétique en 2050, selon les mêmes analyses de la Commission européenne. Donc, il nous faut absolument ce plan d'action pour l'électrification. Regardez ce qu'a fait Bruxelles pour l'hydrogène ces dernières années. Ils ont créé une hydrogen bank, une banque hydrogène. Donc, demandons-nous la même chose pour l'électrification, une electrification bank, pour aider
à l'industrie spécialement de faire ces investissements qu'ils veulent faire et qui sont absolument nécessaires dans la décarbonisation. Le rapport de Mario Draghi l'a dit très clairement. Ça, c'est une priorité pour l'Europe pour maintenir la compétitivité de ces grandes industries lourdes de l'Europe. La chimie, l'acier, les métaux, etc. Et ils veulent investir, il leur faut un petit peu d'aide, d'investissement public pour partager le risque avec tous les investisseurs qui sont là au monde privé qui veulent investir dans l'électrification. Je vous donne un exemple des gens qui veulent investir dans l'électrification. L'opérateur des réseaux néerlandais, allemand, TenneT, vient de mettre sur le marché un bon, obligation verte, disons. Presque du jour au lendemain, ils ont attiré 19 milliards d'euros pour investir dans les réseaux aux Pays-Bas et en Allemagne. Ça reflète l'intérêt des investisseurs privés pour nous aider à accélérer l'électrification de l'économie européenne. Parlons un peu du stockage. Laurent, vous l'avez très bien évoqué. Oui, c'est important, mais ce n'est qu'une des choses qu'il faut faire pour équilibrer les renouvelables variables. En même temps, il faut investir dans la gestion de la demande. Il faut utiliser tous ces compteurs intelligents que vous avez déployés autour de la France. Il faut investir dans les réseaux. Et les réseaux, 3 petites observations si vous me permettez. Il faut que les opérateurs des réseaux fassent dès lors des investissements anticipatoires. Oui, il ne faut plus qu'ils ne réagissent qu'à la présence des renouvelables. Il faut qu'ils anticipent l'expansion des renouvelables. Ça, faut un peu de flexibilité et plus de flexibilité que RTE vous offre aujourd'hui. Ça ne marche pas si RTE nous dit aujourd'hui, dites-nous s'il vous plaît quel type de turbine éolienne vous allez vouloir installer dans 7 ans. Nous ne savons pas. Laissez-nous un peu de flexibilité dans le développement de la technologie, s'il vous plaît. Deuxième petite observation sur les réseaux, des investissements privés. Il y a l'intérêt, il ne faut pas plus d'investissement public. Troisième observation, il faut plus de transparence pour part des opérateurs des réseaux en ce qui concerne les capacités dans les réseaux, les capacités pour raccorder les renouvelables. Merci beaucoup. Alors, ne reposez pas. Gals, j'ai une question pour vous. Il y a un sujet qu'on a évoqué à chaque fois de manière parcellaire, c'est la question des véhicules électriques. Et pourtant, c'est l'objet d'un gros débat au niveau européen. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des informations à nous donner? Est-ce que vous êtes au courant, on va dire, de certaines échéances qui permettraient de savoir un peu où est-ce qu'on va? Parce que finalement, on a beaucoup d'atermoiements. Et au final, quand il s'agit de capter finalement les surcapacités, le véhicule électrique, il paraît plutôt opportun. L'Union européenne est sur le point de prendre une grande décision sur les tarifs sur les véhicules électriques chinoises. Et il paraît au moins que la France a gagné la bataille. Que oui, le Conseil, les 27 États membres vont accepter la proposition de la Commission européenne pour l'introduction d'un tarif de presque 38% sur les prix des véhicules électriques chinois. Bon, au-delà de cela, il faut reconnaître que le tas des ventes des véhicules électriques ne va pas dans le bon sens.
pourquoi pas, pour la manque d'infrastructures pour charger les véhicules, le non-fonctionnement du marché en ce moment, la situation économique générale. Et il faut absolument adresser ça. En même temps, les investissements dans les pompes à chaleur vont dans le mauvais sens. Seulement la moitié cette année, jusqu'ici, de ce que nous vendions il y a un an. Il faut adresser ça en même temps. Alors, nous sommes arrivés au bout du temps qui était imparti pour cette table ronde. Néanmoins, je vous propose qu'on fasse passer quand même le micro, ou en tout cas, je propose de vous passer le micro. Oui, nous avons une question au milieu de la salle. Si on peut faire passer donc, un micro à Félix Gouty, journaliste énergie et technologie chez Actu Environnement. Oui, merci. J'avais une question pour les deux députés. Il y a deux propositions de loi en fait qui sont sur la table pour la programmation énergétique. Il y en a une, je crois que celle des sénateurs LR va être examinée dans quelques temps. Et sur la vôtre, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez juste nous redonner les timings des deux examens, des deux propositions de loi et savoir ce qui va advenir en fait, parce qu'il y en a forcément une qui va bouffer l'autre entre guillemets. Comment ça va se passer ? En fait, les deux propositions de loi sont sur un modèle énergétique qui est radicalement opposé. Même si on peut partager un certain nombre de constats, la proposition de loi du sénateur Grémillet n'est pas du tout de la même nature, en tout cas ne fait pas du tout la place aux énergies renouvelables, ce qu'elle devrait faire. Après, c'est un débat au Sénat qui est majoritairement à droite et où les énergies renouvelables n'ont pas bonne presse, en tout cas, où on tend plutôt à taper dessus qu'à prôner leur développement. Donc ça, effectivement, elle est en cours de route dans les dispositifs qui sont au Sénat. Du côté Assemblée nationale, moi j'ai redéposé la proposition de loi que j'avais déposée sous la précédente législature, où il y avait un travail transpartisan qui avait commencé à émerger. Et on va voir on vient juste d'avoir notre premier jour d'ouverture de la législature là. Moi, je suis bien inscrite dans un groupe politique qui a toujours prôné le développement des énergies renouvelables et qui a fait du combat contre le réchauffement climatique sa feuille de route. Et donc, c'est dans ce sens-là aussi que j'ai redéposé cette proposition de loi. On verra la fenêtre d'opportunité. Il y a une urgence absolue, il y a un gouvernement qui a été nommé. On va voir la longévité de ce gouvernement. Il est évident qu'une proposition de loi qui prône le développement des énergies renouvelables, quand on a un gouvernement qui est sous la menace d'une censure du Rassemblement national, n'a pas beaucoup de chances de se voir émerger. Pour autant, dans une voie parlementaire avec un Parlement qui joue pleinement son rôle, c'est là où j'exprime mon désaccord avec mon collègue, M. Schellenberger, c'est qu'en réalité, le NFP est pour cette loi de programmation énergie-climat et pourrait donc, avec 193 députés, voter pour cette proposition de loi. Et il appartient donc à ceux du bloc central, de la Macronie, de voir, et y compris avec un soutien insidieux de certains ministres aujourd'hui au gouvernement qui pourraient soutenir ces initiatives quand ils les ont soutenues en tant que députés. En tout cas, il y a une voie de passage qui est très claire. C'est le bloc du centre qui peut décider de faire passer une proposition de loi pour booster enfin les énergies renouvelables et l'inscrire dans notre corpus législatif, en accord par ailleurs avec nos obligations européennes. Bon, il y a un truc qui n'a pas changé avec les élections de juillet dernier, c'est la procédure parlementaire. Ça n'a pas bougé. Donc, on a des textes d'initiative parlementaire, des PPL, qui globalement peuvent être inscrits à l'ordre du jour d'une des deux chambres à l'occasion de ce qu'on appelle de niche parlementaire, c'est-à-dire des journées réservées aux groupes politiques qui imposent l'ordre du jour qu'ils souhaitent. Donc on peut très bien imaginer qu'un groupe politique, par exemple celui dont est issue Madame Lernos, inscrive la proposition de loi de Madame Lernos lorsque sa journée parlementaire viendra. Je crois que ça a été défini hier, je n'ai pas la date en tête, février. Donc en février, il y a des chances, je ne sais pas, moi je suis non inscrit, donc je ne suis pas dans le groupe de Madame Lernos, il y a des chances que le texte de Madame Lernos soit soumis à la discussion du Parlement.
Peut-être que le groupe de Madame Lernos, conscient de l'urgence de discuter d'une programmation de l'énergie à l'Assemblée nationale, n'inscrira que ce texte à l'occasion de sa niche parlementaire. Permettez-moi d'émettre un doute, sans vous faire offense, chers collègues, sur ce choix politique qui me semblerait particulièrement audacieux. Dans ce cas-là, peut-être que nous aurions en une seule journée de niche parlementaire l'occasion d'étudier l'intégralité de ce texte et d'arriver à un vote, lequel, j'en sais rien, mais d'arriver à un vote. Il faudrait alors que le texte aille au Sénat pour connaître à peu près la même torture, c'est-à-dire qu'un groupe parlementaire quelconque, par exemple celui de l'écologie au Sénat, profite de sa niche parlementaire qui aura suivi celle du groupe à l'Assemblée nationale pour discuter de ce texte venu de l'Assemblée nationale. Et alors, si tout va bien, si on veut vraiment aller vite, l'adopter dans les mêmes termes. Il est fort à parier que, compte tenu de la composition politique du Sénat, le Sénat n'adopte pas le texte de Madame Lernos, adopté par l'Assemblée nationale, donc déjà plus le texte de Madame Lernos, dans les mêmes termes. Deux solutions s'offrent alors pour ce texte. Pardon, chers collègues, je ne voudrais pas vous prendre comme victime de la discussion. Ça peut être tout à fait un texte qui vient d'un autre collègue, comme par exemple celui de M. Grémier au Sénat. Ça peut se passer dans l'autre sens. Je conclus. Merci. Non, mais je conclus en 30 secondes. Le gouvernement peut alors décider de dire « Tiens, c'est vraiment important. Je ne sais pas quel mois on sera. Hein. » Et dire « J'engage une procédure accélérée. On passe plus de deuxième discussion à l'Assemblée et au Sénat et on passe en commission mixte paritaire. » Permettez-moi de penser que ça n'arrivera pas. Permettez-moi de penser qu'en plus, le temps que cette procédure-là soit passée, on sera déjà bien au-delà de l'été prochain et que bien au-delà de l'été prochain, on ne sait pas ce qu'il adviendra du Parlement. Vous êtes en train de nous dire quoi? Que le PPL sur la PPE, il est mort-né. C'est ce que vous êtes en train de nous annoncer, en fait. C'est un vœu pieux que d'avoir une PPE je pense qu'il faut faire preuve de pragmatisme. Les filières, je partage ce qui a été dit sur les filières françaises et européennes. Les filières industrielles, je ne les conçois pas à l'échelle française. Les filières industrielles, elles sont européennes. Parce que la seule maille de recherche de la compétitivité coût dans des filières, que ce soit celle du solaire, celle de l'éolien ou celle du nucléaire, elle est européenne. Si on a 2 ou 3 filières différentes au niveau européen, on ne sera pas compétitif au niveau du coût. Les filières, elles ont besoin de visibilité. Mais cette visibilité, elle ne viendra pas dans les mois qui viennent d'une PPE votée à l'Assemblée nationale. Elle viendra d'une constance dans les actions du gouvernement, d'une bonne coordination entre l'action française et l'action européenne, mais elle ne viendra malheureusement, et je le redis, ça fait 7 ans que je m'égosille à l'Assemblée nationale pour espérer un débat parlementaire sur ce sujet-là, mais elle ne viendra pas dans l'année qui vient, malheureusement, du débat au Parlement. Laurent Cuelly, pour le mot de la fin de cette table ronde. Je crois que ce débat est extrêmement important. On est en train de faire des choix qui vont engager les 25 prochaines années, très clairement. Alors déjà sur les 10 prochaines, mais bien au-delà en termes de direction. Un simple chiffre, hein, on est à plus de 400 milliards d'investissements qui sont suspendus à la PPE. On a une 60aine de milliards dans le nucléaire, à la louche sur l'éolien en mer. Si on prend le raccordement et projet, plus d'une 60aine de milliards. On a 200 milliards de réseau. Voilà, on va être à plus de 400 milliards là, sur la trajectoire qu'on est en train de dessiner. Donc je ne sais pas comment, il faudrait que vous trouviez la solution. Nous, avec vous, sur la partie réglementaire, il faut qu'on fasse ces choix, qu'on les inscrive dans le temps. Et voilà, ils ne sont pas inscrits non plus pour les 25 prochaines années. On a encore le temps de débattre par itération. Par contre, il y a des directions sur lesquelles voilà, les choix ne sont pas négociables parce que derrière les investissements privés, les filières sont dans l'attente d'avoir une sérénité dans la trajectoire pour pouvoir réaliser tous les investissements du secteur privé avec le soutien public adapté qui nous permettront quand même d'atteindre 2050. C'est quand même un objectif national qui mérite quand même qu'on fasse ces choix sur plusieurs années. Madame, Messieurs les députés, il faut trouver 400 milliards d'ici 2050. 2035, pardon, c'est encore pire. Bon, ben écoutez, bon courage. On peut vous souhaiter effectivement de réussir, même si on a bien compris effectivement votre modérato sur la réponse à la question qui a été posée sur la possibilité de voir une PPE adoptée au Parlement d'ici 1 an. Ça paraît assez compliqué, malheureusement. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Je pense qu'on peut les remercier. Gals qui veut reprendre la parole. Allez-y, Gals. Si vous me donnez 20 secondes, pourrais-je faire une petite observation sur ce concept de mesurer l'impact de l'éolien?
Tout à fait. Faisons-le. Mesurons l'impact de l'éolien sur l'emploi, sur les investissements dans la campagne française, dans vos ports, vos villes côtières. Mesurons l'impact de l'éolien sur les revenus des communes rurales, sur la baisse d'importation des combustibles fossiles, sur la sécurité énergétique, sur l'autonomie stratégique. Mesurons l'impact de l'éolien sur la prospérité de la France. Merci. Merci Gals, qui joue donc pleinement son rôle de promoteur des énergies renouvelables et notamment de l'éolien. Merci à vous tous d'avoir participé à cette table ronde. Et merci Gals de votre dernière prise de parole qui me permet de faire le lien avec la dernière table ronde, effectivement consacrée donc à la création de richesses dans les territoires. Qu'est-ce que concrètement les Français ont à y gagner ?